La forêt de Soignes est à 2 pas, Bruxelles à quelques kilomètres seulement, mais ici, à Argenteuil, c'est dans le calme recueilli de la chapelle musicale de la reine Elisabeth que Mademoiselle de Kock et quelques jeunes artistes privilégiés terminent leurs études musicales sous la direction des meilleurs maîtres. C'est en 1939 que la reine Elisabeth, qui, même après la mort du roi Albert, n'avait cessé d'encourager et de soutenir les arts, c'est en 1939 donc que la reine vit se réaliser son projet de donner à de jeunes musiciens la possibilité de travailler et de se perfectionner dans un endroit où ils trouveraient la sérénité indispensable et où ils seraient libérés de tout souci matériel. La chapelle musicale de la reine Elisabeth était née. Elle allait, avec la guerre, connaître une longue léthargie, mais aujourd'hui, elle a toute la vitalité de la jeunesse. C'est-à-dire, après le concours, je ne les ai pas comptés naturellement. Mais maintenant, au mois d'octobre et novembre, j'en ai une dizaine. Enfin, au mois de novembre surtout. Mais ça me paraît très fatigant, ça, parce qu'enfin, vous êtes jeune, c'est un gros effort, tout ça, c'est concours, c'est concerts, et puis alors, votre travail ici. Oui, c'est très fatigant, mais enfin, je récupère tout de même assez vite. Ben, je l'espère, parce que sinon, ce serait peut-être un peu inquiétant. Il y a combien de temps que vous êtes entré à la chapelle musicale? Il y a 2 ans, c'est-à-dire, je suis dans ma dernière année, troisième et dernière année. Mais Jean-Claude Van Den Eyne, au fond, vous êtes peut-être un mauvais exemple, vous, pour notre émission. Parce qu'on va s'imaginer qu'on vient à la chapelle pour se préparer au concours Reine Elisabeth. Non, pas du tout, pas du tout. La chapelle est une sorte d'université de la musique où les artistes peuvent donc se perfectionner en vue d'une carrière internationale. Et qui est-ce qui dirige cette chapelle, en quelque sorte? Eh bien, il y a un comité de direction qui est composé de M. Jongen, le recteur, et de 2 administrateurs, directeurs, donc c'est M. Van Stralen et M. Fleischmann. Et vous les voyez parfois, ces personnages importants? Oui, c'est-à-dire ils viennent à la chapelle une fois par semaine et assez souvent, enfin, ils goûtent avec nous et ils prennent le café. Ah, bah, tout ça est très sympathique, alors. Oui, très sympathique. Une bonne ambiance. Oui, excellente. Alors, on travaille un peu. Eh bien, mademoiselle Awood, je voudrais d'abord que vous nous disiez, vous, d'où vous venez, où avez-vous fait vos études? Ah, bien, je viens de Charleroi, mais j'ai fait mes études au conservatoire à Bruxelles. C'est cela. Et vous, monsieur Orenberg, je m'embrouille dans les noms, moi. Vous venez d'où? Pour le moment, ma famille habite près de Utrecht. Vous êtes donc hollandais? C'est ça. Ah oui. Et alors, ça c'est monsieur Kless. Oui. Vous venez d'où? Tel Aviv. Et vous êtes violoniste? Violoniste. Et monsieur Epstein? Également de Tel Aviv. Ce qui veut dire que vous êtes tous les deux israéliens. Oui. Donc nous avons là 3 étrangers. Donc la chapelle musicale, ça c'est je crois quelque chose qui est assez peu connu, n'est pas réservée exclusivement aux Belges. Absolument pas. Nous sommes 4 Belges et 3 non-Belges. Mais alors que faut-il faire pour entrer à la chapelle musicale? Quelles sont les conditions à remplir? Il faut tout d'abord un premier prix dans un conservatoire belge. Et après ça, il faut faire le concours d'admission pour la chapelle musicale. Et c'est un concours très dur? C'est assez dur, oui. Il faut avoir un certain pourcentage de points? Il faut un minimum de 80 points sur 100. C'est cela. Comment se fait-il que des étrangers viennent d'aussi loin, viennent d'Israël, pour étudier le violon en Belgique? Eh bien, j'ai entendu parler en Israël de M. Gertler, qui a un très grand nom comme pédagogue, comme musicien, comme violoniste. Et j'ai désiré travailler avec lui, donc je suis venu au Conservatoire de Bruxelles.
veux bien faire encore une fois à partir, vous voulez ici les flûtes. La sonorité à l'orchestre ici d'une manière beaucoup plus robuste. Il faut garder le caractère chantant, mais devenir de plus en plus musclé, de plus en plus robuste. Et quand j'ai dit les repos ne sont pas suffisants, ça devrait être plus d'air entre, puisqu'il y a un tel changement d'attitude. Je parle maintenant d'attitude du compositeur. Un tel changement d'ambiance, il faut avoir le temps de pouvoir transformer ça. Tu jouais juste numéro 35. D'ailleurs, il a marqué même virgule, donc une respiration après. 35. Non, mais tu dois calmer ton vibrato. Si tu ne calmes pas le vibrato, ce silence n'arrange rien. Ah oui. Si tu laisses quelque chose en suspens, agité, alors tu peux attendre une demi-heure, après ça ne servira à rien. Il faut le calmer aussi. Alors, 35. Comment sont désignés vos professeurs? Vous êtes pianiste, vous avez Oui. qui comme professeur? Monsieur Del Puyo, que nous avons choisi, le professeur que nous avons choisi. Il est ici comme professeur extraordinaire à la chapelle, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Ah oui, Tandis donc que vous avez le droit de choisir votre professeur d'instrument. en Oui, tout cas. d'instrument. Oui, on peut le uniquement. choisir. Les autres sont imposés par la chapelle. Bon, mais qu'est-ce que vous avez comme autre cours alors? Il y a les cours parallèles en culture générale. Il y a l'histoire de la musique, l'histoire de l'art et les cours de harmonie, fugue et contrepoint. Je vous donne par exemple comme sujet de fugue, sol, fa, mi, fa, etc. N'est-ce pas? Ce thème qui sert donc de base à votre fugue est ce qu'on appelle un sujet. Oui. C'est bien ça? Hein? Qu'est-ce que c'est au fond qu'une fugue, mademoiselle? Vous avez une vague idée? Ben, c'est une forme de composition polyphonique. Polyphonique, oui. Basée sur un thème. Sur l'imitation d'un thème, oui. n'est-ce pas? Ce thème devra se faire entendre dans plusieurs voix, puisque la polyphonie veut dire plusieurs voix. Ce thème doit être entendu dans plusieurs voix alternativement. Et l'origine du mot, l'étymologie du mot fugue, vous avez une... Oui, ça vient d'un mot latin, je crois. Un mot latin, oui, fugare, qui veut dire fuir. Fuir, bon. Donc, fugue, fuir, on dit d'ailleurs très communément faire une fugue. Hein. Inspirez, 1. En arrière. Fléchissez, 2. Redressez, 1.
Le dos, maintenez. Repos. Paul et Stéphane à l'espalier, où vous faites une flexion-extension des jambes. Placez les bancs de côté rapidement. Et assis au milieu de la salle. Fais-toi. Bon, assis, jambes écartées, position des mains correcte. Le dos plat, s'il vous plaît. Alors, flexion du tronc à l'avant à gauche. Partez. 1, 2, 3, 4. Tire tes épaules en arrière. 1 et 2 et 3, 4. Allez, classe. 1, 2, 3, 4. Ah, voilà quelqu'un qu'on n'a pas encore interrogé. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, celui-ci? Vous êtes, Monsieur Malfait, vous êtes violoniste, je pense. Oui, je travaille avec Monsieur Gertler. Et avant d'être à la Chapelle, où aviez-vous travaillé? Au conservatoire de Gand. Mais alors, vous êtes en quelle année, vous? En troisième année, comme tout le monde d'ailleurs. Parce que ça se compose donc 3 années et on rentre en même temps. Ah bon, ça n'a lieu, on n'entre que tous les 3 ans. Ah, Il y a oui, des oui, sessions oui. tous les 3 ans. Oui. Et ces 2 années que vous avez faites maintenant, est-ce que vous sentez vraiment que ça vous a apporté beaucoup? Ah oui, beaucoup, parce que on peut travailler vraiment très, très à l'aise et tout ça. Et c'est mieux, enfin, qu'autrement à la maison, par exemple, parce qu'on est dans le calme et tout. Oui, puis il y a trop de sollicitations extérieures quand on est chez soi, sans doute. Oui. Mais vous avez tous les ans des examens? Tous les ans, pour tout. Aussi pour les cours parallèles que pour le violon, enfin, ou l'instrument. Ah et oui. le cours parallèle, c'est un mois avant l'instrument. Alors on a encore un mois en plus pour l'instrument. Je suppose qu'à ce moment-là, on travaille. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des élèves qui n'aient pas leur moyenne, par exemple? Oui, mais ça, alors évidemment, on est recalé, alors il faut partir de la chapelle, mais ça, c'est pas encore présenté dans cette session-ci. Bah, bon, ça ne se présentera plus maintenant, puisque c'est non. la dernière année. Non, évidemment. Mais tout ça est tout de même très sérieux, hein? Or, on ne peut pas travailler tout le temps dans la vie, il faut se détendre de temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait pour se détendre ici? On peut faire de tout, enfin, c'est-à-dire, on peut faire des promenades, ou le ping-pong, par exemple, ou bien on s'amuse de soi, par exemple, avec des enregistrements, ou des enregistrements inhabituels. Oui, et entre vous, vous jouez toujours de la musique classique? Il n'arrive pas qu'il y ait des petits intermèdes? Ah oui, on fait de la musique moderne. Ah, du jazz? Non. Ça ne va pas jusque-là, tout de même. Mais à part ça, est-ce qu'il y en a qui ont des hobbies, par exemple?
Oui, il y en a un qui est photographe. Alors il développe lui-même ses photos et tout ça. Il vous photographie souvent? Ah oui, aussi. Il est embêtant? Non. Comme la télévision? Non. Peut-être j'ai vu là des bibliothèques. Est-ce qu'on lit beaucoup? Ben oui, il y a beaucoup de livres à notre disposition, enfin, lecture détente et aussi lecture complémentaire pour le cours de littérature de M. Clausson, par exemple. Nous parlions précisément la dernière fois de ces rapports entre la littérature, plus exactement le théâtre et la musique, et l'occasion nous est donnée de parler d'un des chefs-d'œuvre de cette réalisation, et c'est ce Pelléas tout à fait exceptionnel qui vient d'être donné à la Monnaie. Je crois qu'il y a là une réussite étonnante, et notamment sur le plan du décor, sur le plan de la mise en scène. Je crois que jamais Pelléas n'a trouvé une mise en scène aussi poétique, aussi irréelle dans le sens propre que dans celle qui a été faite et réalisée par Jean Lantier. On dit toujours donc que Pelléas est Mélisande, chef-d'œuvre de Debussy. Je voudrais que l'on dise tout de même, que l'on prenne l'habitude de dire chef-d'œuvre de Debussy et de Maurice Maeterlinck, parce que tout de même, il ne s'agit pas de cette affreuse chose qu'on appelle un livret d'opéra, de ces textes absolument caraméliques qui sont heureusement couverts généralement par la musique. Il s'agit donc d'un morceau d'une poésie exceptionnelle, et qui fait partie de cette première série d'œuvres de Maeterlinck, écrite après 1886, une première série où l'on trouve La Princesse Maleine, Aglavène et ses Lisettes, Les Aveugles, L'Intruse et, bien entendu, Pelléas et Mélisande, qui en constituent, à mon sens, le sommet. Je crois que jamais un poète n'a été mis en musique d'une façon aussi profonde, aussi essentielle que l'a été Maeterlinck par Debussy. Il y a là une rencontre exceptionnellement heureuse, encore une fois, une union tellement intime de ces deux génies dans ce que nous avons, dans ce que nous connaissons de la partition, que véritablement elle nous fait songer à Richard Wagner qui, poète, est mis en musique par Richard Wagner, musicien. On dirait vraiment que l'un et l'autre se sont unis d'une manière tout à fait particulière dans cette réalisation. Et pourtant, il faut bien dire, ceci appartient à la petite histoire, mais c'est tout de même assez caractéristique, il faut bien dire que si Maeterlinck n'était pas tellement heureux de cette réalisation, c'est parce qu'il y a dans Pelléas, et il faudrait que vous lisiez tout de même le poème, parce qu'il y a dans ces éléments un côté shakespearien que Debussy n'a tout de même pas réalisé, simplement parce que c'était antithétique à son génie, il était assez allergique tout de même à une certaine forme de violence verbale, et il a tout simplement coupé les choses qui s'y trouvaient, les choses qui se trouvaient dans Maeterlinck et qui ne trouvaient pas absolument conformes à son expression à lui. Alors, messieurs, je vais vous écouter encore une fois dans cette sonate. J'espère que vous aurez bien travaillé toute cette semaine. Alors, allez-y. Il ne suffit pas d'être un bon soliste, il faut aussi s'habituer à jouer en équipe. C'est le but du cours de musique de chambre. Alors, messieurs, je voudrais que vous me jouiez ça dans un mouvement un peu moins modéré. C'était un peu trop calme. C'est un allegro, n'est-ce pas? Alors, je vous écoute.
Vous êtes tous très jeunes et avant de venir ici, vous avez connu forcément une vie plus libre que votre vie qui est tout de même un petit peu collégiale. Est-ce que ça n'a pas été un peu dur au début? Oui, un peu, mais enfin, on connaissait les circonstances. Et tout de même, vous avez de la liberté ici. Et on peut sortir les soirs si on a une raison bien formulée. Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Ah, s'il faut aller au concert, on nous donne la permission. C'est ça. Et puis vous avez le week-end. Ah oui, nous sommes tout à fait libres. Après toute une journée d'études et de cours, il arrive que les réunions du soir ne manquent pas d'imprévus. On va voir si ça marche. Attends, on va jouer à deux. Hein? Oh, large. Merci. Vous jouez avec musique? Qu'est-ce qu'on joue? Ah, Mendelssohn. Voilà. Ah oui. Prêt? Oui. Allez. Aussi? Oui, toujours. Ah bon. C'est faux! C'est faux! Aïe, aïe, aïe. Joli pari. C'est pas sérieux tout ça, hein? Ah, on a fait bien l'affaire. Oh là 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 là.